Ah, merveilleux, oh là là, cette régie, Oh là là. au poil, parfait. Heu, donc juste confirme-moi ma chère régie qu'il n'y a plus de décalage, on n'a pas besoin de relancer le stream? Moi j'ai l'impression que c'est bon, donc on peut enchaîner. J'ai l'impression qu'il y a plus de décalage. Je sais pas pourquoi. Oui, oui, on a perdu Quentin, mais OK, bon. Mais bon vas-y, on peut enchaîner parce que je viens de regarder le stream sur mon côté. Bon, on va espérer que Quentin nous revient. Mais, oui, oui. j'ai l'impression qu'il n'y a plus de décalage, donc on peut enchaîner tout simplement. Je t'en prie, J'attaque ou je OK, lui dis. Ouais, ouais, attaque, attaque, attaque. très bien. Donc, comme tu l'as évoqué Bastien dans ta merveilleuse transition, je vais vous parler Ouais, de c'était pas ma meilleure, hein, mais je vais parler de certains Ennio Morricone. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet et une personne, dont j'avais évidemment prévu de vous parler un jour, hein. C'est une de mes personnalités, préférées quoi, quelqu'un qui m'inspire énormément, que j'adore. Mais j'avais pas forcément prévu de parler de lui, là, maintenant, si vite. Mais, la semaine oui. dernière, j'ai eu l'opportunité, la chance de pouvoir voir, un documentaire qui lui est consacré, qui est sorti en 2020, qui s'appelle Ennio et en fait, qui est passé au cinéma ici, Oh, trop bien. ici. Donc il dure à peu près 2h30, Oui, vous ce êtes qui en est direct du Québec? tout Oui, à fait, vous exactement. m'entendez? Vous m'ent Je suis oui? en je suis en duplex du Québec, Ouais, évidemment. en duplex du Qué bien Florent, Florent, continue, continue. Très bien. Et donc, comme on peut le voir ici donc sur le diapo, il y a donc cette affiche, donc c'est ce documentaire qui s'appelle Ennio, réalisé par, Giuseppe Tornatore. Donc c'est un réalisateur, de films qui a fait plusieurs films avec Ennio Morricone justement. Donc il est très bien placé pour en parler. Et Oui, il dis-moi? est mort quand déjà du coup, Ennio Ennio, Morricone? il est mort en 2020, en juillet 2020. Mmh. Pas du tout, du Covid, hein, ou quoi que ce soit comme on pourrait craindre, mais Non, il de il d'âge, hein. était il avait, 80, si je fais une soustraction, 82 ans, 92 ans et donc 80. il a fait une chute, dans laquelle il s'est fracturé le fémur et suite à Mmh. ça, bah, il est décédé à l'hôpital. Terrible. À Rome, il est né à Rome, il est décédé à Rome et donc voilà, c'est ce documentaire qui est vraiment génial que je vous conseille, qui m'a, fait dire: «Tiens, je veux parler de ça, je veux parler de lui maintenant». Voilà. Hem, donc heu, C'est bien. donc donc Ennio Morricone, c'était donc un compositeur, de musique de film, mais pas que, donc un compositeur au sens large, italien. Il a travaillé, pendant sa carrière, donc son immense carrière puisqu'il est mort à 92 ans. Il a eu, une carrière de 56 ans. Il a bossé, attention, sur plus de 500 films. Voilà. Ça Donc fait c'est beaucoup. vraiment quelque chose d'énorme et j'ai passé ma diapo trop vite. Il a bossé sur plus de 500 films, ce qui est, absolument colossal, hein. On le voit dans le documentaire, où il parle, bah, lui en fait, il y a beaucoup d'extraits de lui, en fait, Ouais. des interviews qui ont été faites au préalable. Hem, enfin au préalable, je veux dire, pour travailler comme si le documentaire était prévu avant. Ah, Quentin nous revient. Heu, Et Rebonjour bonjour. Quentin. Ben, j'ai un Hem, problème. Bon, j'ai T'inquiète, dû ça partir. dure une chose, mais je tout va bien? Tout va bien pour toi? Tout va bien, c'est bon. Je t'en prie, Parfait, continue. parfait, très bien. Donc je parlais un peu d'Ennio Morricone et je disais, ce qui m'a poussé à parler de lui aujourd'hui, c'est, qu'il y a un documentaire qui est sorti, sur lui, qui est sorti en 2020 et il est passé au cinéma ici. Voilà, donc je te le conseille Quentin, je vais pas redire tout, mais je te conseille si tu as l'occasion de le voir, de Giuseppe Ouais, Tornatore, voilà, qui a bossé avec lui. j'en ai entendu parler. Parfait, voilà. Et donc oui, il a bossé sur plus de 500 films et donc dans ce documentaire, oui, on le voit parler de il y a beaucoup d'interviews faites, pour Ennio Morricone à l'occasion, que ça se voit qui était Ouais. prévu, avant son décès, hein, voilà, c'est ça que je veux dire, en fait. Hem et donc il nous explique qu'il a bossé, ouais, sur, énormément de films, hem et je sais plus où je voulais en venir, en fait, avec cette phrase. Mais voilà, ce Il a documentaire bossé sur beaucoup de films. m'a beaucoup aidé pour cette chronique, voilà. Donc ici, à tes souhaits, Merci. j'ai compilé quelques affiches de films sur lesquels il a travaillé. C'est évidemment pas du tout exhaustif, hein, puisqu'il en a fait 500. J'ai mis bah, probablement les plus Oh, connus, que des la bons films. plupart, Je suis un peu beaucoup déçu que de. tu aies pas mis les 500 quand même, Non, ouais, mais je te le non, mais pardonne. ils sont tous sur la montagne là, au fond, si tu les vois Ah pas. ouais, en fait, tu as mis un demi-pixel par un demi-pixel et il y a tout. Exactement, OK, c'est OK, ça. pardon, ouais, ouais. Mais c'est avec l'image, c'est un peu petit, du coup, j'arrive pas à zoomer. Normal, Ouais, normal. d'accord.
Ouais. Mais voilà, donc j'ai mis C'est quelques-uns de fou ces quand même films. d'avoir fait d'avoir travaillé sur la musique d'autant de grands films, quoi. Exactement. Que ce soit des Ces films films. français, italiens, américains, je vois The Thing même. Ouais, C'est c'est le quelque chose mec a que j'ai bossé découvert avec Carpenter, avec Sergio Leone, Verneuil, Leone, Carpenter, Tarantino. C'est Verneuil, ouais. colossal. Et oui, The Thing, c'est amusant parce que Carpenter est connu pour composer les musiques de ses films lui-même. Mais sur The Thing, ils ont travaillé ensemble, Ennio Morricone et John C'est vrai. Carpenter. C'est quand même Carpenter pas mal, est hein, très grand travailler avec Ennio compositeur aussi, Morricone. Carpenter. Tout à fait, exactement. Carpenter, la musique du film Halloween là, au piano, très, très célèbre, c'est lui qui l'a composé. Ouais, Mais pas que, magnifique. bien sûr. Hein, voilà. Donc ici, bon, voilà, c'est des films, je les ai pas tous vus, mais il y a littéralement mes deux films préférés. Hein, par exemple, il était une fois dans l'Ouest, c'est Le Bon, la Brute et le Truand. Mais pour finir cette introduction, je vais vous demander, vous, quels sont vos... est-ce que vous avez des films que vous aimez avec des musiques d'Ennio Morricone, ou quelles sont vos musiques préférées d'Ennio Morricone en règle générale, s'il y en a? Quelle est ma musique Faire, préférée? Moi c'est très rapide, hein. Il y en a deux. Ouais. C'est la chanson de l'harmonica. Non, il y en a trois en fait. La chanson de l'harmonica, enfin, l'homme à l'harmonica dans Il était une fois dans l'Ouest. Ouais. Ah, Mhm. là c'est pas moi qu'on a perdu. Si. Non, Ah t'as bon pas perdu. Oh, on a tout le monde. Tout va bien, Je on vois t'entend plus Florent. tout va bien. C'est bon, je revois Florent. Ah, moi je me vois toujours. Je t'avais perdu. Tout va bien. Florent, reviens. Excusez-nous. Ah, c'est non. on pour nous dit les The Ecstasy of Gold. Oui, Euh, très je bon disais- choix. Très bon choix. The Ecstasy of Gold. Et toi, c'était l'homme à l'harmonica. du Shai coup Mai. L'homme à l'harmonica, Shai Mai, Shai, je sais plus, dans Le Professionnel avec Belmondo, Ah. que je trouve magnifique, la musique. C'était la musique d'enterrement de Belmondo aussi, d'ailleurs. Ah ouais Ah. De l'enterrement public. Ouais. Ouais. Tu sais, Il l'a accompagné. comme c'est une grande star, ils l'ont passé à la télé et tout, avec le cercueil et tout, et c'était sur cette musique-là, Le cortège, ouais. qui est magnifique. Et le dernier, c'est, alors, je dis pas de bêtises, je crois, mais c'est la musique de Mon nom est personne. Je crois que c'est Oui, à la flûte. Morricone. Avec de la flûte très entraînant. Très... Ouais, c'est ça, Mon nom est je personne. trouve cette musique géniale. Cette musique, elle est très Mais moderne. elle est bien sympa, mais je trouve qu'elle met, genre vraiment, tu l'écoutes et t'es de bonne humeur, forcément. Ouais. Genre, ça me fait qu'avec deux musiques, c'est la musique de la comté dans Le Seigneur des Anneaux et cette musique-là. T'es là? Ouais, cette musique, elle est d'une modernité et ouais, elle rend vraiment joyeux. C'est quelque chose, c'est un truc de fou. Ouais. C'est vraiment magnifique. Moi, je vous conseille. J'ai pas vu le film non plus. Mon nom est personne. C'est un film. Le film est pas, il est Ouais. sympa. Mhm. C'est une bonne petite comédie, c'est rigolo, mais ça casse pas trois pattes à un canard. Mais juste la musique, elle est incroyable. Et mémorable, ouais. Ok. Et toi, Bastien? Et donc, oui, du coup, les musiques dont tu vas parler, Quentin, on va les évoquer tout à l'heure un peu. Je suis ravi. Et aussi, si Bastien est de retour, je te laisse. Vas-y, à ton tour, Bastien. Ouais, on te voit. Moi, je te vois et je t'entends. Si, moi je vois. Ouais, mais si on le voit pas chez Mathis, ça va être dur de le passer en stream. Ah ouais. Oui. Reconnecte, il se déconnecte et reconnecte. Bah, je vois que dans le chat, Tout à fait. je vois que dans le chat, le bon, la brute et le truand, et c'est vrai que Et les 8 salopards, ouais, c'est vrai que bah, ces deux la films. musique du duel, On parle beaucoup de western d'ailleurs, hein, mais il n'a pas fait que ça. C'est quelque chose dont on va parler. Il n'a pas fait que des westerns, bien sûr, mais il est très célèbre pour ça. Et ouais, les musiques des Bons, la Brute et le Truand, bah, c'est vraiment quelque chose qui a créé sa légende, qui a donné toute son âme au film, qui a beaucoup contribué en tout cas à l'âme du film. On parlera tout à l'heure de sa collaboration avec Sergio Leone. Ils ont fait 6 films ensemble. Ça, c'est quelque chose, c'est une symbiose entre réalisateur et compositeur qui est assez caractéristique, qui est assez rare dans le milieu. Vas-y, Bastien, du coup, si tu as quelque chose à dire. Moi, j'ai Ecstasy of Gold beaucoup. Mais après, ça, en fait, c'est plus des. Je ne saurais dire parce que je pense qu'en fait, j'en ai vu très peu des films d'Ennio Morricone pour le coup.
Et Mhm. par exemple, là, j'ai découvert un concert que je t'ai partagé, Flo, de 2007, du coup, d'Ennio Morricone à Place des Doges à Venise, Ouais, qui est c'est le. incroyable et où vous avez par exemple un truc qui s'appelle Una victime de la guerre, une victime de la guerre comme BO. Donc je sais pas d'où vient le film et tout, Je mais sais plus. en fait juste trop fort. Donc Mhm. je ne saurais dire, mais bon, moi le bon, la brute, le truand, etc., etc. Mais c'est pas mal déjà. Mais oui, Oui, c'est non, vrai que mais voilà. ce concert, ouais, c'est concert fait en 2007 à Venise qui s'appelle Note pour la paix, Peace Notes en anglais. Je vous conseille de l'écouter. C'est un concert donc de beaucoup de musique d'Ennio Morricone, enfin presque, enfin uniquement Ennio Morricone quoi, qui joue beaucoup de musique. Mm. Et c'est un concert fait pour les victimes du 11 septembre. C'est un concert qui est fait pour ça. Je ne sais pas s'il servait à lever des fonds, quelque chose comme ça. Mais je sais que c'est lié à ça. Voilà, même si c'est 6 ans plus tard. Mais ben, le concert est en soi exceptionnel parce qu'il est place, du coup, sur la plus belle place de Venise. Mhm. Ils ont monté une scène là et ils l'ont fait jouer là. Et donc, c'est un C'est cadre magnifique. Ouais. qui est. Enfin, c'est incroyable. Qu'ils aient pu. Si les gens qui ont assisté là-bas, quel que soit le rang où ils étaient, et ont vécu un moment qui, dans leur vie, c'est quelque chose, quoi. Parce que Ouais, c'est ça devait être vraiment. Mm. quelque Voir chose Ennio Morricone, d'incroyable. juste un concert sur cette place est en soi exceptionnel. Ah oui, c'est la place Saint-Marc. Oui, je Ouais, vois. place Saint-Marc, oui, enfin, Oui. place des Doges, place Saint-Marc. Ouais, incroyable. C'est Si je peux même ouais, ajouter une musique bien de sûr. BO, une BO que je trouve ouf, c'est celle de Il était une fois l'Amérique, que je trouve magnifique. La musique Ah Ouais. oui, de la fille, comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle, le personnage. Oui, Enfin, c'est pas le personnage Claudia, non, enfant. pas du tout. Attends. Je sais plus comment le personnage enfant qui est interprété par Robert De Niro adulte. C'est une scène qui m'a marqué Déborah. la Oui. scène, mais Déborah, où il regarde, il va voir Déborah danser sur cette musique qui est magnifique. Incroyable. ah ouais, putain, c'est de lui la BO de ça. Oh là là, Mais oui, quel Bien bon sûr. film, quel beau Oui. film. aussi, oui. Les 6 films de Sergio Leone avec des bandes son magistrales de Ennio Morricone à chaque fois. C'est une constante. Ça aide aussi. C'est trop Ouais, fort. ouais, ouais. Clairement, Là, c'est je veux ça. dire, là, On c'est en parlera, un mais oui, 20 sur 20, leur 20 sur 20, relation, 20 sur 20. Ah oui, ça. Exactement, Mm. c'est ça. C'est presque de la triche, tu vois. Et oui, C'est non, vraiment c'est de très la impressionnant. triche. C'est bien que, comment dire, on puisse voir ces Donc Chat pour œuvres. GPT, t'es là C'est- pour l'aider, c'est sûr. bien sûr, évidemment. Non, non, pas de ça à cette époque, bien sûr, évidemment. Donc oui, je vais pas vous endormir trop avec toute la biographie d'Ennio Morricone, mais c'est quand même intéressant de voir d'où il vient, quelle est sa formation musicale, et puis son contexte dans lequel il a grandi, travaillé. Donc Mm. il a eu un cas qui est un peu l'inverse de la plupart des gens. C'est-à-dire que lui, au départ, il voulait être médecin, et c'est son père, trompettiste, qui l'a poussé à devenir musicien. Et c'est fou parce MDR. que, tu vois, on pense plus à l'inverse, hein, je veux devenir Bizarre, ouais. musicien, et le Ouais, ouais, parent qui dit c'est ah non, tu vas rigolo. faire des études bien, bien rangées. Tu vois. Et en fait, Tu non, vas faire c'est ingénieur, bâtard. exactement, c'est ça. Non, c'est pas inspiré de faits réels, hein, pas du tout, non, même pas. Mais, Non, non, surtout pas. mais Allez. on en parlera si tu veux. Mais donc, Il y aura les c'est- postes chroniques, ça sera nous ça sera la. Oh putain, c'est comme les radios libres là jusqu'à 1h ou 2h du mat là. non. Mais bah, c'est ça, exactement. Mais du coup, oui, son père, Ennio Morricone, est trompettiste professionnel de jazz. Et donc, il va pousser son fils à suivre des études musicales. Donc, il va rejoindre le conservatoire. Donc, vraiment, il a une formation musicale très carrée, très rigoureuse. Parce que il y a beaucoup de musiciens célèbres, même souvent dans des groupes de musique pop, on va dire, enfin, ou des choses comme ça, qui n'ont parfois pas de formation théorique, par exemple, et où ça marche très très bien. Mais quand tu es compositeur pour un orchestre, tu peux pas t'en sortir juste à l'instinct, quoi. Il y a un moment, il faut tout le bagage musical nécessaire. Donc Ennio Morricone a été formé au conservatoire Sainte-Cécile à Rome, qui est un truc énorme, hein.
et où il a suivi donc d'abord une formation de trompettiste, et ensuite, poussé par son mentor Goffredo Petrassi, qui était un immense compositeur à l'époque, très célèbre, qui l'a encouragé à suivre des études de composition. Donc c'est comme ça qu'il est devenu compositeur à la fin de ses études, et donc vraiment des études très rigoureuses, quoi, des études parfaites, on va dire, pour sa vocation. Et donc à la sortie de ses études, il est donc compositeur. Donc ses premiers boulots, il est trompettiste parfois, donc dans des concerts, dans des clubs, des choses comme ça. Et en même temps, il fait au début beaucoup d'arrangements, d'accompagnement instrumental pour des chanteurs et des chanteuses. Vous savez, on a souvent cette image à l'époque, tu sais, le chanteur qui chante avec une énorme voix bien porteuse et tout l'orchestre derrière lui. Et ben c'est ça qu'il fait au début. Il arrange des chansons, en fait, pour beaucoup de stars de l'époque. Et en même, donc c'est quelque chose qui se faisait beaucoup et qu'il a beaucoup formé, hein. On verra tout à l'heure Puis des versions orchestrales, quoi. C'est ça, ouais, exactement. Tu vois, tu vas avoir le chanteur, tu sais, qui va arriver avec une idée de chanson, et lui, bah, il va l'aider à structurer la chanson. Mhm. C'est un travail de producteur, en fait, tu vois, c'est quelque chose Ok. qui est indispensable, qui est indispensable là-dessus. Et en parallèle de ça, donc il a toute cette formation classique musicale, et en même temps, il a à côté un groupe avec des amis à lui de musique beaucoup plus expérimentale et très novatrice à l'époque, où ils vont faire des musiques où ils vont avoir une approche moins mélodique, mais plus sur les bruits qu'ils vont pouvoir produire avec des instruments, des choses qui sortent un peu des sentiers battus. Tu vois, avec la trompette, il va essayer de faire des bruits peut-être presque de voix, des choses comme ça, pour faire des choses très inhabituelles. Et c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver aussi dans ses musiques de films, quand il va aussi, par exemple, utiliser des objets dans des Génial. musiques. Ouais, c'est vraiment quelque chose de génial. Par exemple, dans beaucoup de musiques de films, il avait utilisé des objets de la vie de tous les jours pour faire des bruits, ou alors des objets non musicaux. Dans ces westerns, on va entendre des coups de fouet, par exemple, des objets de bois qui tapent, des choses comme ça. Oui, ça, Euh, c'est Tu très vois, drôle ça. Dans des concerts, on voit des gens qui tapent des planches comme ça juste pour avoir le clac de la planche. exactement. Tu vois ça, Ça, ce genre de ça choses. me rappelle, ça me rappelle Tchaïkovski qui utilise des canons pendant son. Ouais. C'est vrai que ça, c'est très métal. C'est vrai qu'il y a ça aussi, Sur, tout à fait. comment ça s'appelle? Je sais plus, Comment ça s'appelle 1804, je crois. Mais... Oui, en 1812, C'est Russie, vrai. Ouais, un truc comme ça. 1812. C'est vrai. C'est 1812. C'est absolument. Ouais. J'aime beaucoup le concept. Ouais, tu vois, J'ai réécouté ce qu'il a fait là-dessus. par exemple, dans un accompagnement donc d'une musique pour un chanteur, il explique, et on voit le chanteur dans le documentaire, du coup beaucoup plus âgé, qui raconte que pendant un enregistrement, tu avais Ennio Morricone qui avait pris une boîte de conserve et s'amusait à la faire rouler pendant l'enregistrement pour créer un son, une rythmique, tu vois. Et donc tu as tout l'orchestre qui joue et en même temps tu as une boîte de conserve qui roule. Tu vois, c'est quelque chose, c'est vraiment les deux mondes qui se rejoignent et ça crée un son très singulier. Ou pareil, un autre exemple qu'il cite, c'est il a été amené à utiliser une machine à écrire aussi, tu vois, pour faire un son de percussion. Et du coup, il a carrément écrit une partition pour la machine à écrire. Voilà, pour dire, t'appuies sur la touche à tel rythme, etc. C'est du génie. C'est incroyable. incroyable. Voilà, c'est quelque chose de très unique. Arriver à lier vraiment genre le classicisme de la formation théorique et l'intelligence genre créatrice et faire un truc ouf. C'est absolument passionnant. Ouais. Ouais, La débrouille, c'est ça. C'est quelque chose de révolutionnaire, hein, je pense. Vraiment, et on verra tout à l'heure, mais ça n'a pas fait l'unanimité, ce genre de choses. De venir réinventer un peu ce genre de choses, ça a pu faire grincer des dents parmi ses pairs. Et oui, les intello prout, ils étaient heureux. Exactement. C'est ça, c'est un très bon résumé. J'aurais pas pu dire mieux que ça. Donc là, on en arrive donc à comment il en est arrivé à composer des musiques de films. Donc il a donc travaillé pendant longtemps donc avec des chanteurs, etc. Pas que, il faut aussi faire de la musique, ce qu'il appelait de la musique absolue. Donc il a fait beaucoup de musique de films et de la musique absolue, donc c'est-à-dire la musique qui est faite pour elle-même, qui n'est pas donc une musique de film en fait. Mais donc il fait sa première musique de film en 1960.
un film italien qui s'appelle La mort d'un ami, que je n'ai pas vu, de Franco Rossi. Mais son premier succès international, c'est pour son 11e film, 4 ans après seulement. Donc déjà, il avait un bon rythme dès le début. Un certain film qui s'appelle Pour une poignée de dollars, donc de Sergio Leone. Donc c'est la première collaboration entre Sergio Leone et bonsoir à tous les gens, chapeau bien sûr. Donc et Sergio Leone et Ennio Morricone. Donc Sergio Leone et Ennio Morricone, ça donne évidemment la musique du monde, La Brute et le Truand, que tout le monde connaît entre autres. Oui. J'imagine que vous l'entendez, je fais confiance à la régie. Voilà. Donc c'est la musique où il nous explique d'ailleurs que à la flûte, c'est pour imiter le cri du coyote. En fait, c'est le cri du coyote ressemble à ça. Ah ouais. Et donc encore une fois, il y a cet aspect de s'inspirer d'éléments de la vie de tous les jours, pas de tous les jours, mais d'éléments non musicaux pour en faire de la musique. Donc là, je vous conseille la vidéo qu'il y a là, qui sont l'orchestre national du Danemark, de Copenhague, qui font des superbes vidéos, des super concerts, qui sont filmés et qui sont sur leur chaîne, donc n'hésitez pas. C'est ça, je vais vous mettre plusieurs extraits de plusieurs concerts différents, mais plusieurs viendront de là. Ouais, je vous conseille d'écouter ça, c'est vraiment magnifique. C'est le concert, donc cet orchestre qui a fait un concert, Ennio Morricone et pas que, il y avait aussi la musique du Parrain par exemple, des choses comme ça. Ouais. Vous avez des donc concerts ça, Star Wars aussi, c'est le 3e. Ouais. Tout à fait, Game of Thrones, ils ont fait beaucoup de musique. Ouais. Donc ça, c'est le 3e film de Sergio Leone, leur 3e collaboration. Mais alors, du coup, en 64, c'est Pour une poignée de dollars. Donc déjà avec Clint Eastwood dans le rôle principal. Et donc pour en faire la musique, Ennio Morricone va réutiliser une instru, comme on pourrait dire, donc un accompagnement instrumental qu'il avait fait pour un chanteur des années auparavant. Mais où il a enlevé le chant parce que Sergio Leone a dit non, il était un peu brut. Il a dit non, c'est de la merde ça, j'aime pas ce qu'il chante. Donc tu vas reprendre l'instru et me mettre une nouvelle mélodie par-dessus. Ah mais Sergio, il est pas seul dans ça. Et donc Ennio Morricone va écrire une nouvelle mélodie par-dessus qui va être sifflée. Donc vous la connaissez sans doute, vous savez les musiques quand on siffle pour faire la musique de western, mais c'est aussi tout ça. Voilà. C'est de là que ça provient. Et donc Sergio Leone et Ennio Morricone, donc ils ont commencé à travailler en 64, mais pour la petite anecdote, donc ils se sont rencontrés avant de faire le film, évidemment, c'est comme ça que ça marche. Ils ont fait une petite réunion, quoi. Ils sont pas à la retraite. Hein. mais Ennio Morricone, en fait, en arrivant devant Sergio Leone, il lui a dit, mais en fait, je sais pas si tu te souviens, mais je te connais. Et en fait, il faut savoir que Ennio Morricone et Sergio Leone étaient à l'école primaire ensemble, mais ils se sont perdus de vue pendant genre 20 ans. Et en fait, là, on peut voir la photo en haut à droite, c'est leur photo de classe, où ils sont quasiment côte à côte, avec un mec entre deux, mais ils se sont totalement perdus de vue. C'est pas genre, tu sais, les deux qui ont grandi ensemble et qui ont appris à faire des films ensemble, c'est vraiment, ils se sont perdus de vue, et le hasard a fait qu'à plus de 30 ans pour Ennio Morricone, ils se sont retrouvés pour bosser ensemble. C'est incroyable. C'est une totale coïncidence. Mais alors ça, c'est l'anecdote hasardeuse la plus dingue du cinéma. C'est ça. Là, on vous donne de l'anecdote de Dîner Mondain, comme la semaine dernière, ce qu'avait fait Joshua. Là, c'est bien. Il faut concurrencer Joshua, il n'y a pas de souci. C'est ça. Et du coup, voilà, ils se sont retrouvés des années plus tard, par coïncidence, et je trouve ça dingue. Je trouve ça vraiment dingue. Et donc, ça a donné... on entend les planches qui claquent derrière. Tout à fait, vous entendez les planches qui claquent, etc. C'est génial, c'est vraiment génial. Du coup, c'est avec ces films que Ennio Morricone, en fait, donc c'est Ennio Morricone, compositeur italien, Sergio Leone, réalisateur italien, film tourné en Espagne, mais c'est eux qui vont en fait contribuer à l'imaginaire collectif, comment on va voir l'Amérique à ce moment-là. C'est Ennio Morricone qui a écrit dans nos têtes, l'Amérique, le western, c'est cette sonorité-là. C'est ça, exactement. Et d'ailleurs, il faut savoir que la sortie de ce premier film-là, Sergio Leone et Ennio Morricone vont utiliser des pseudonymes parce qu'en fait, ils veulent faire croire aux Américains que c'est un film américain. Donc, ils vont utiliser des pseudonymes qui sonnent américains. Tu vois, Bob, je sais pas quoi pour Sergio. Et c'est au bout de leur 3e film qu'ils vont enfin, ça va être acceptable de faire comprendre aux Américains que quand la le vieux continent a son truc à dire, quoi.
C'est ça. C'est ce qu'on La appelle le naissance western. du western spaghetti. Voilà, c'est ça. Ouais, Bah, pardon. Le western. Non, Je t'ai je t'en coupé prie, je t'en ton prie. effet, Je excuse-moi. t'en prie. Le western spaghetti, c'est ça, ce que tu disais. C'est le sous-genre du western, donc c'est les westerns italiens. En fait, les westerns les plus connus, ils sont italiens. Notamment ces trois-là. Bah, tu m'arrêtes si je dis une bêtise, mais il me semble que c'est quand même eux qui ont aussi relancé cette vague des westerns qui à la base étaient tous américains, genre avec John Ford, John Wayne, etc. Et c'est ces deux-là avec Eastwood qui relancent vraiment cette mode des westerns. C'est ça. Si je dis Le pas de western, conneries. c'était vraiment le genre, c'était vraiment les films à papa, tu vois. C'était les films un peu vieux que la génération d'avant regardait. Et aussi, c'était des films, quelque chose que Sergio Leone dit beaucoup en interview, c'est que c'est le film où tu as le gentil américain qui va sauver tout le monde, qui n'a aucun défaut. Contre les méchants indiens. Ouais. Exactement. Ou alors d'autres Américains éventuellement, mais c'est vraiment très manichéen. Alors que Sergio Leone, lui, bah, y a pas de... c'est que des êtres humains, donc avec leurs défauts, leurs qualités. D'ailleurs, tous ces films, c'est intéressant, tous ces westerns tournent beaucoup autour de l'argent. Et donc, c'est des films très humains où il y a souvent de l'argent en jeu. Donc, en fait, c'est là qu'on voit les défauts humains et toute l'absurdité humaine qui peut en sortir. Et en fait, ces persos, le personnage de Clint Eastwood dans le film va un peu choquer, entre guillemets, puisqu'il n'est pas parfait, il n'est pas vertueux. C'est quelque chose un terme que Sergio Leone utilise, il n'est pas vertueux, quoi. Je vous conseille de regarder beaucoup d'interviews de Sergio Leone il parle un français parfait, donc il y a beaucoup d'interviews en français de lui. Je vous conseille. Ouais. Les Italiens de cette époque, généralement, les mecs, ils parlent tous italien, ils parlent tous français mieux que nous, quoi. C'est impressionnant. Mais alors, c'est ce qui est génial aussi, Sergio. Je sais pas si tu vas parler de Intellectual dans l'Ouest un peu plus tard. C'est la diapo d'après, mais vas-y, si tu veux dire quelque chose, je t'en prie. Ah non, mais vas-y, non, mais. Alors, éventuellement, tu pourras le dire juste après. Tu pourras le dire juste après. Évidemment que je vais parler de mon film si tu préféré n'en de parles tous pas, les j'en temps. parlerai, mais. C'est mon film préféré de tous les temps, donc évidemment que je vais en parler. mais voilà, donc leur collaboration va durer 6 films. Donc 2 trilogies. La première trilogie, c'est la trilogie du dollar. Donc pour une poignée de dollars, ensuite, et pour quelques dollars de plus, Le Bon, la Brute et le Truand. D'ailleurs, on parlait de personnages bons, etc., vertueux. Le bon, dans Le Bon, la Brute et le Truand, il n'est pas si bon. Et c'est justement, il y a un gag là-dessus dans le film, c'est que sa scène de présentation, c'est la scène, vous vous souvenez, où il collabore avec des hors-la-loi. En fait, il va les remettre pour toucher leur prime, et juste avant qu'ils soient pendus, il va les sauver pour ensuite aller dans la ville d'à côté et toucher la prime à nouveau, qui en général va augmenter puisque parce qu'il s'est échappé. Ouais. Et en fait, tu le vois tirer pour faire ça. En fait, tu comprends qu'il fait ça. Tu le vois trahir quelqu'un, et là, arrêt sur image avec marqué Le Bon. C'est vraiment, il y a un gag là-dessus, parce qu'évidemment, c'est pas quelqu'un de bon dans un film. Et c'est trop drôle avec tout le contexte de se dire, ils sont trop forts en fait, d'avoir fait ça. Et donc, ensuite, les 3 films suivants, c'est la trilogie Il était une fois. Donc, Il était une fois dans l'Ouest, Il était une fois la Révolution, et Il était une fois en Amérique. Qui donc, il va commencer par Il était une fois dans l'Ouest, un nouveau western. À la base, Sergio Leone ne voulait plus faire de western, mais quand même, avec ce film, il a enfin eu l'occasion dont il rêvait, c'était de tourner un western aux États-Unis, puisque c'est le premier film qui est tourné aux États-Unis, d'avoir un casting d'acteurs qu'il voulait dès le départ, parce que pour ses rôles principaux, au lieu de Clint Eastwood, dans ses 3 westerns d'avant, il voulait déjà Charles Bronson, il voulait aussi Henry Fonda, déjà, des choses comme ça. Et donc, en fait, dans ce film, casting de fou, c'est pas toi qui vas me contredire, Quentin, Claudia Cardinal, qui est incroyable. Vénération. Qui est dans Le Guépard notamment, évidemment, mais donc, on l'adore ici. Jason Robards, Henry Fonda, Charles Bronson. Henry Fonda qui est vraiment à ce moment-là un peu le bon américain gentil qui va jouer que des gentils. Et bien là dans ce film, voilà, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est ça, il va retourner complètement la figure du bon américain, il fait jouer un méchant. Et, encore une fois, dans une interview, Sergio Leone, il disait que il avait galéré avec ce personnage parce que, pour le citer, tu vois, pour le costume de Henry Fonda, qu'il ait l'air d'un vrai méchant, et bien en fait, il disait, Sergio Leone, je pouvais lui mettre toute la merde que je voulais sur le corps, il était toujours trop beau, il avait toujours l'air trop gentil. Tu vois. Et il dit vraiment ça, tu vois, je l'habille avec de la merde, il va toujours avoir l'air américain. Tu vois, c'est trop drôle.
Et donc, c'était vraiment une volonté de sa part de faire ça. Et donc, ce film, voilà, je vous le conseille évidemment fortement, c'est mon film préféré. Et je vais vous montrer, pour revenir quand même à Ennio Morricone, une scène dans laquelle la musique et le film ne font qu'un. C'est la scène d'arrivée du personnage de Claudia Cardinal, Jill, en Amérique. En fait, elle descend d'un train Ah oui. pour être rejointe par son futur mari. En fait, elle va aux États-Unis rejoindre son mari qui vient d'acheter une propriété florissante, on va dire, un terrain qui va l'aider, qui va le faire devenir riche, globalement, en gros, parce qu'il sait que le chemin de fer va y passer. Et donc, elle arrive, mais son mari n'est pas là. Et elle représente aussi voilà, toute la jeunesse qui arrive en Amérique à ce moment-là, un souffle nouveau, on va dire. Et donc, c'est une scène où on ne parle pas et où il y a la musique au premier plan. Je vais vous laisser écouter ça. Donc voilà, la scène continue un petit peu, mais donc l'essentiel est là, on va dire. C'est donc une scène dans laquelle on ne parle pas, mais pourtant on raconte beaucoup de choses. On comprend beaucoup de choses, tous Comme les souvent enjeux. dans ce film. Exactement, c'est ça. Et pour encore une fois citer Sergio Leone, pour lui, la musique d'Ennio Morricone, c'est le dialogue, c'est les dialogues de ses films en fait, la musique. Il le dit lui-même, il dit pas, elle contribue au dialogue, il dit, la musique c'est un peu les dialogues de mes films. Et on le voit très bien. C'est des films relativement longs où on parle assez peu. C'est des films où on parle pas pour ne rien dire. Et où il y a parfois des longues scènes où on ne parle pas, hein, évidemment, les fameuses scènes de duel de fin, qui sont toujours des scènes où on parle très peu et tout se construit dans la tension par la musique. Mais aussi dans des scènes comme ça, beaucoup plus émouvantes, et où donc vous avez vu, la musique et l'image sont vraiment fusionnés ensemble. Il faut savoir que Ennio Morricone avait composé la musique avant le tournage et que vous avez vu ce mouvement de grue vers le haut qui passe au-dessus du toit et qui nous dévoile la ville. Il est parfaitement synchronisé avec l'image, et en fait ils ont passé une journée à le tourner parce que Sergio Leone, hein, je lui parle comme si c'était mon pote, voulait que ce soit parfaitement synchronisé avec la musique. Et donc le résultat est là. Ils ont fait ça, ils ont passé une journée à le faire. Non, j'ai son fax, tu vois, j'ai même pas son mail. Ah, t'as son fax, très bien. Bon, ça va, ça va. Exactement. Dans ce film, la scène que je trouve incroyable aussi, c'est pendant le duel où on reprend la musique. Il y a la musique du duel qui finit et on la reprend au moment où tu as Henry Fonda qui arrive pour mettre l'harmonica dans la bouche du frère. Enfin, au moment où sur le coup de guitare, enfin, c'est incroyable. C'est vrai.
Et oui, oui, parce que quelque chose qui est magistral aussi, c'est que les 4 personnages principaux ont chacun leur thème musical, donc c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Mais le thème du méchant et du personnage principal, donc le gentil, Mm. sont superposables en fait. C'est ça qui est génial aussi, c'est qu'il y a un moment, leurs deux musiques vont se superposer à la perfection dans une scène qui les relie, hein, voilà, le duel de fin. Mais c'est magistral aussi, hein, c'est une façon de composer qui existe déjà dans les opéras, par exemple, c'est ce qu'on appelle les leitmotivs. Mais là, c'est quelque chose qui va utiliser à la perfection. Inventé par un certain monsieur. Un certain monsieur dont tu nous parleras un jour, un certain Wagner, n'est-ce pas? Je spoil. Mais donc voilà, je vais clore la parenthèse de Sergio Leone parce que sinon ça va durer des heures. Je sens déjà que je vais durer un peu trop longtemps dans ce film. C'est bien, tu rattrapes. C'est pas toi, non, c'est pas toi qui fais la chronique la plus courte, c'est Corentin. Non, j'en avais fait une courte. Ma première était assez courte, mais avec ma deuxième, je vais. Oui, c'est vrai que t'as moyen. Ouais, bon, continuons. Mais je sens que je vais être un peu long, je suis navré, mais pas trop non plus, ça va aller. Donc là, je vais vous parler en gros de 3 autres films assez importants, on va dire, avec des bandes son assez marquantes. Je ne sais pas comment passer à la diapo suivante avec une vidéo en plein écran. Ah si, là. Voilà. Les flashs. C'est bon, ouais, exactement. Donc, je vais vous parler très rapidement. Hein, c'est du Clan des Siciliens. C'est une musique, c'est un film français d'Henri Verneuil avec un casting, encore une fois, pas trop dégueu, comme on pourrait dire, en termes cinématographiques. Donc, dans l'ordre, Alain Delon, Jean Gabin et Lino Ventura. 3 acteurs immenses. 3 fois rien. Alain Delon aussi dans Le Guépard avec Claudia Cardinal, si on veut filer le lien. Les grands se rencontrent. C'est un film de mafieux. Exactement, c'est ça. Les légendes se rencontrent. Et c'est un film de mafia français, on peut dire, ce qui est assez rare, on peut le dire. Hein. C'est un film qui est vraiment, vraiment génial. Je vous le conseille. C'est donc vous avez Jean Gabin qui joue un peu un parrain de mafia, avant d'ailleurs la trilogie du parrain. Et qui joue donc le parrain de mafia. Alain Delon, c'est la jeunesse qui va rentrer un peu là-dedans, et Lino Ventura, c'est un policier qui va traquer tout ça. Et donc on a une musique d'Ennio Morricone qui est vraiment géniale, qui est tout en boucle, tu vois, tout en répétition un petit peu. C'est un style de composition qui très modestement m'inspire beaucoup, parce que j'adore faire ce genre de musique, tu vois, qui se répète, mais qui, à chaque répétition, va rajouter des nouveaux instruments, des nouvelles sonorités pour créer des nouvelles choses, tu vois, pour multiplier. Et c'est quelque chose qui fait, en fait, cette musique, elle va rajouter des éléments de musique. Et donc c'est ce qu'explique Ennio Morricone dans encore une fois, le fameux documentaire. Donc il va créer toute cette musique avec ces 4 accords qu'il a bien pas choisi au hasard, comme il l'explique, vous verrez. Et par-dessus, il va venir y coller une mélodie qui sonne, une mélodie sicilienne. Il le dit comme ça, donc c'est un style de musique. La musique du parrain aussi, hein, c'est une mélodie très sicilienne. Et là aussi, vous avez... Tu mets une mandoline et puis voilà, quoi. C'est ça. Et d'ailleurs, là, c'est tout au violon, tu vois, c'est un ensemble de violons qui va venir jouer une mélodie magnifique, je vous conseille. Tu vois, quand elle arrive au bout d'une minute ou deux, cette mélodie, elle frappe comme une évidence, tu vois, quand tu l'entends. C'est un mafia français. Exact, un mafia français, c'est original. C'est du jamais vu. Et donc, oui, je vous invite à le voir aussi, ce film. Vraiment, il date de 71, je crois. Donc là, un extrait musical qui vient de ce fameux concert à Venise dont tu parlais, Bastien. Ouais. Et donc voilà, ce film, musique magnifique. Ça, c'est le thème principal, évidemment, c'est pas la seule musique. Mais vraiment quelque chose de très bien construit. Ces musiques, à chaque fois, à Ennio Morricone, tu te dis, ouais, mais en fait, c'était la chose à faire. C'était le meilleur choix à faire, cette musique. Ça colle parfaitement au film, donc c'est magnifique. Voilà. Pour enchaîner avec un autre film, avec le film suivant, je n'arrive pas à passer. Je vais passer comme ça. Je vais parler un petit peu de Cinema Paradiso. C'est un film donc réalisé par Giuseppe Tornatore, donc c'est le monsieur qui a fait le documentaire que j'ai cité plusieurs fois. Oui, le documentaire, ouais. Voilà. C'est un film co-italien, donc avec des acteurs français notamment dedans. Vous avez Philippe Noiret, vous avez Jacques Perrin, que vous avez pu voir dans Les Choristes également, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est un film en fait le film se commence où on voit la vie
un court extrait de la vie d'un réalisateur, un homme qui est un réalisateur de cinéma. Donc il a une vie bien remplie, bien chargée, vous savez, très la vie de tous les jours, hein, la vie urbaine. Et en fait, il va recevoir un coup de fil et on va lui dire que un certain, une personne très importante dans sa vie est décédée. Et en fait, à partir de là, il va se remémorer toute son enfance. Donc en fait, c'est vrai que j'aurais pu citer ce film pour l'enfance également, Quentin. Mais c'est pas forcément la même enfance que moi, donc c'est pour ça que ça m'a moins. C'est une enfance qui est magnifique, mais qui me reflète pas forcément à la mienne. Et donc en fait, un enfant qui vit en Italie et qui va grandir entre l'école et une salle de cinéma où travaille cet homme sur le vélo et qui va l'éduquer, qui va être un peu Tu comme l'as un vu, deuxième Quentin, père pour ou pas? lui. Et Quentin, tu l'as J'avoue vu? que j'ai pas trop vu tous ces films-là. Ok, pas de souci. Mais Non, c'est- non, je les ai pas vus. ça me fait plaisir de vous en faire parler, éventuellement vous donner envie de les voir. Mais donc on va voir un peu la relation Ah ouais, magnifique mais entre c'est- le personnage, qui est un peu comme un second père pour lui. C'est très beau à voir tout ça. Cet enfant va grandir, ses premiers amours, son amour aussi du cinéma, comment il va devenir donc réalisateur. C'est un film très émouvant, une musique magnifique. Ah ouais, la musique. T'as dû Je pense déjà que ça pourrait me l'écouter. plaire. Ah ouais, mais Je regarderai. elle est Bah, si. incroyable. Donc, ouais, je vous conseille de le voir, ou on pourra le regarder ensemble si ça vous dit, un de ces quatre, ce sera avec Ouais. plaisir. J'avoue, Vraiment, moi magnifique c'est film sur la liste, franco-italien. celui-là. La musique est trop bien. T'as vu ça? Bon, C'est, d'abord, la- la- on passe tous les Ghibli, Ouais. mais Vous avez une scène finale magistrale qui rappelle un peu, qui ressemble un peu à la scène finale de Babylone. Ah ouais? Et donc Ah ouais. avec un homme, le personnage qui est au cinéma, qui va voir plein d'extraits de cinéma, de films, quoi. Et une musique magnifique, très émouvante aussi. Donc je vous le conseille aussi, c'est une étape aussi très importante de la carrière de Ennio Morricone, et une de ses musiques les plus marquantes. Voilà, tout simplement. Oh, ouais, la musique, pépite, hein. Enfin, c'est plus que pépite, c'est C'est gros un chef-d'œuvre. diamant. C'est un Ouais, chef-d'œuvre. chef-d'œuvre, exactement. Voilà. Ah. Et donc enfin le dernier pilier que j'ai choisi d'évoquer dans sa carrière, c'est la musique des 8 salopards, donc qui est l'avant-dernier film en date de Quentin Tarantino, donc un western en huis clos qui est sorti en 2015. Oui. Et donc Ennio Morricone a réalisé la bande son de ce film à 85 ans. Et en fait, pour ce film et pour Ennio Morricone, en fait, Quentin Tarantino a brisé une de ses règles qu'il utilisait toujours dans ses films, c'est que d'habitude, il n'utilise que des musiques préexistantes pour les bandes originales de ses films. En fait, sa méthode de travail, en général, c'est qu'il commence par se créer une playlist, une liste de lecture de musique. Il a une idée de film, il va se faire une liste de musique un peu dans l'ambiance, et puis il va écrire en écoutant ça, en gros. Et puis ça va l'aider à développer son concept. Et en général, à la sortie de son film, à la conception de son film, les musiques vont se retrouver dans le film, ou alors des musiques de ce style. Pas forcément exactement les mêmes, mais voilà. Mais là, pour ce film, il a fait appel à Ennio Stanley Morricone, faisait pareil qui a aussi. composé une... Ouais, c'est vrai, tout à fait, absolument. Stanley Kubrick, qui utilisait de la musique... Mais lui, c'est plus parce qu'il disait que les compositeurs de films, ils étaient mauvais. C'est ça. Et d'ailleurs, Stanley Kubrick, on va l'évoquer dans la partie petite anecdote à la fin, tu verras. Je vais peut-être t'en apprendre une, Quentin. Possible. C'est bien possible. Mais donc, Quentin Tarantino en fait, il est évidemment cinéphile avant tout, donc il est très fan d'Ennio Morricone. Le Bon, la Brute et le Truand, c'est son film préféré. Et donc, ça devait être un rêve de gosse pour lui d'avoir un film avec une bande-son d'Ennio Morricone. Donc, c'est compréhensible qu'il ait brisé sa règle pour ça. Il l'avait fait juste avant, techniquement, parce que Django, son film précédent, comporte une musique originale, déjà d'Ennio Morricone. Donc on peut voir ça un peu comme si c'était peut-être un coup d'essai entre eux, voir si ça matchait, quelque chose comme ça. Ouais, Mais, ça c'est la musique d'avant, c'était le kiff de l'enfance, et après il a dit en vrai, si on faisait vraiment un truc sérieux. C'est ça, t'as Ennio qui bon, il est mignon ce gamin, allez, on y va. Ennio, évidemment, il a rien à prouver à ce moment-là, mais voilà, il a donné donc cette bande originale. Qui est, je pense, cette bande originale, tu vois, c'est ce qu'ils disent dans le documentaire, qui est peut-être pas ce à quoi Quentin Tarantino s'attendait, tu vois. Parce qu'il nous a pas fait la musique de western, tu vois, cliché qu'on pourrait attendre. Évidemment, Ennio Morricone, c'est bien plus que ça. Il a fait une musique très sinistre, tu vois, très un peu plus insidieuse, qu'on pourrait dire, qui donne toute son ambiance au film, je trouve. Oui. Qui est vraiment... Mais qui est vachement raccord au thème du film aussi. Tout à fait.
Parce que c'est un film très long qui prend son temps, la musique aussi. Et donc c'est très raccord exactement et ça donne toute son ambiance au film. C'est vraiment magistral encore une fois. Et je l'évoquerai tout à l'heure. Ce film a valu à Ennio Morricone une petite récompense, 3 fois rien. Vous verrez tout à l'heure. Mais on va avant ça passer à la partie suivante. Si j'y arrive. Voilà. Donc c'est donc là lui qui a fait la musique, d'accord. la musique de l'alunissage, oui. bien sûr, l'alunissage qui n'a pas De eu 69, lieu, évidemment. Ah non, après. Est-ce que vous pensez qu'il y avait l'orchestre dans le studio à ce moment-là? Ouais, je pense. Ouais, parce que sinon, t'as pas la. Oui, je pense. Ouais. Il s'était caché, tu vois, et il faisait ça. Non, l'ambiance, il est pas. Ouais. C'est sûr. Donc là, j'ai un peu fini le tour d'horizon en 4 étapes de la carrière d'Ennio Morricone. Quelque chose qui est intéressant et que j'ai appris grâce à ce documentaire, c'est le regard qu'il avait, lui et ses confrères, ses pairs, sur sa profession. En fait, donc à droite, vous pouvez voir à droite Ennio Morricone et à gauche Goffredo Petrassi, donc son mentor, son maître. Et en fait, tu vois, Goffredo Petrassi, au bout de quelques années, Ennio Morricone était déjà très prolifique. Il avait déjà fait ses musiques de western qui l'ont rendu très célèbre, etc. Et Goffredo Petrassi a appelé Ennio Morricone pour, tu vois, le féliciter. À la grande surprise d'Ennio, il lui a félicité pour la musique pour une poignée de dollars, ce qui n'est pas du tout celle dont il a le plus faire, Ennio Morricone. Donc il lui a dit j'adore, c'est très bien, mais il lui a dit mais ça va te passer, tu vois. Il a dit tu fais des musiques de film aujourd'hui, parce que tu as besoin d'argent, c'est bien, mais ça va te passer, tu reviendras sur un peu. Là je paraphrase, hein, il a juste dit ça va te passer, mais un peu dans le sens tu reviendras sur le droit chemin à faire des vraies musiques, quoi, en fait. Et en fait c'est quelque chose qui a suivi Ennio Morricone pendant toute sa carrière. Une espèce de culpabilité en fait à se demander est-ce que je suis légitime, est-ce que je suis un vrai compositeur. Tu vois, il a eu ce fardeau pendant une grosse partie de sa carrière. D'ailleurs, son maître a aussi fait, donc Goffredo Petrassi a aussi fait des musiques de films, mais pour lui c'était pas de l'art, quoi. Pour lui c'était commercial, c'était vraiment pour arrondir les fins de mois, on va dire, voilà. Et donc Ennio Morricone pendant toute sa carrière a eu ce questionnement. Se demander si sa carrière était moins noble que celle d'un compositeur de musique absolue, en fait. Ouais. Donc, pour le citer dans ce documentaire, au début, pour lui, c'était une humiliation de faire des musiques de films. Et en fait, il a continué à en faire pour prendre un peu sa revanche, quoi, pour un peu prouver à lui-même et aux autres, mais à lui-même que c'était quelque chose d'important, évidemment. Et donc, quand il a commencé dans les années 60, ouais, il faisait des musiques de films. Il faisait des films et il s'est dit bah, j'arrêterai en 70, quoi, c'est qu'un passage. Et après en 70, il s'est dit pareil, j'arrêterai en 80. Et ainsi de suite, jusqu'aux années 2000 où il se dit bon, bah, j'ai juste arrêté de me poser la question, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui est de. Mais tu vois, pendant toute sa carrière, le mec s'est questionné sur est-ce que je suis légitime, en fait. Est-ce que je suis un vrai compositeur. Et maintenant, on se pose pas trop la question, tu vois. On pourrait le placer auprès de nombreux compositeurs. S'il y en a bien un où on se pose pas la question, c'est bien lui, ouais. Exactement. C'est de la musique pour le coup vraiment lui. On peut vraiment la comparer à de la musique, la musique classique au terme musical, quoi. C'est vraiment ça. Et on l'a vu aussi avec sa savante, etc. Ouais, c'est sûr. C'est ça, exactement, musique savante, tout ça. Et on l'a vu par sa formation, quoi. Il est très légitime déjà en termes de formation, et puis ses musiques sont célèbres, elles ont inspiré énormément de gens. Voilà. C'est fou quand même hein, d'avoir, enfin c'est la personne d'être autant modeste face à son œuvre, de se poser la question qui je suis dans mon métier, tu vois. Oui, je fais des trucs, tout le monde m'admire, mais ceux qui connaissent réellement ce que je fais, comment ça. Je sais pas, tu vois, un truc. C'est ça. Enfin, les grands, de la modestie et en plus de la culpabilité. C'est ça. Et c'est assez surprenant. Enfin, pas la modestie, c'est pas forcément surprenant, mais tout ça. Richard. C'est qui Richard? Wagner. Richard Wagner, c'est bien ça. Ah, Wagner, excuse-moi. Oui. Wagner, bien sûr. Mais j'ai hâte que tu nous en parles plus, je ne connais pas trop la personne. Il n'était pas humble, lui. Pas très humble, ouais. Ok. C'est pas la meilleure partie de. Excusez-moi, il y a beaucoup de lag, du coup, je suis en décalé.
Ouais, moi aussi. Mais Sache-le. J'ai du lag aussi. Ah mince, J'ai un peu, je sais pas pourquoi, hein, mais c'est sûrement ma cause, je non sais plus. qu'elle est pas terrible en ce moment. ouais, peut-être la mienne aussi. Tu sais. Ouais. On T'es sait le seul pas. à pas avoir Donc, crash, hein, Flo, donc. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc je vais enchaîner donc, sur la partie que je vous ai évoquée un peu tout à l'heure, Ennio Morricone et les Oscars. Donc, bon, les Oscars, ça vaut ce que ça vaut. Hein. C'est pas ça qui va dire c'est toi. C'est pas ça qui va dire qu'une personne est mémorable, qu'elle a fait du bon travail, etc. Mais c'est quand même un gage, quelque chose que dire tu craches pas dessus, évidemment. Donc il faut Oui. savoir que Ennio Morricone a été nominé 6 fois pour les Oscars, mais n'en a gagné qu'un seul Oscar pour une musique de film. Donc il a Ah ouais. été nominé d'abord en 1986 pour le film Mission, qui est un film que je n'ai pas vu mais que j'ai bien envie de voir du coup. C'est un film qui raconte, qui se passe au XVIIIe siècle en Amérique du Sud, et en fait qui raconte l'histoire. En fait, c'est le Portugal et l'Espagne qui se disputent les colonies sud-américaines. Et donc on voit le massacre des peuples des Indiens d'Amérique et en même temps leur Pas au christianisation. 18e, au 15e. 1750, ça se passe. Voilà. Ok. Oui, j'imagine qu'il y a eu déjà au XVe siècle beaucoup de conflits, mais Ouais, apparemment il y en a aussi eu au XVIIIe, il faut croire. C'est peut-être pour ça que ce film les raconte. D'ailleurs, c'est sans doute plus méconnu. Je ne le savais pas. certainement. Ouais. Et en fait, donc il y a ce conflit et en même temps une énorme campagne de christianisation des Indiens d'Amérique par un cardinal. Et donc ce film raconte tout ça en fait, le massacre des Indiens d'Amérique, etc. Il y a Robert De Niro dans le film, entre autres, les musiques donc d'Ennio Morricone. Il faut savoir que Ah oui, tu vois j'en ai peut-être, entendu parler de ce film. voilà. Quand c'est notre Euh, bibliothèque vivante là. Et il faut savoir, pour la petite anecdote, que Ennio Morricone donc, a vu le film une fois qu'il a été monté, mais sans musique, avec le réalisateur, etc., un prévisionnage en salle. Et Ennio Morricone a été bouleversé par le film. Pendant tout le film, il était en larmes. Et à la fin du film, il est parti. Et il a dit au réalisateur, non, mais ton film, il est parfait. Quoi que je fasse comme musique, je vais le gâcher, en fait. Donc il s'est dit, non, je peux pas travailler sur ça. Tu vois, il s'est dit, Ouais, je saurais pas faire quelque chose qui va embellir le film. C'est fou, hein. Et donc il est parti. Et après, des semaines ou jours plus tard, il a rappelé le réalisateur. Tu vois, il a été sur son piano, il a été au téléphone, il a dit attends, j'ai une petite idée quand même. Il a joué un petit truc et c'est parti. Il l'a fait finalement. Mais sur le coup, il s'est dit non, mais je vais gâcher le film, quoi. C'est fou de se dire ça. Mais donc, il a été nominé pour les Oscars à ce moment-là, mais il ne l'a pas obtenu. Il a été nominé aussi. Bon, c'est encore une petite anecdote, mais le film qui a gagné, c'est un film dont la bande-son a été fait par Herbie Hancock, qui est un énorme musicien, un jazzman, qui a fait la musique de ce film. Mais ça avait fait un peu râler dans la salle des Oscars parce que apparemment le film est à moitié composé de musique pas originale en fait. Et donc il a gagné l'Oscar pour des musiques originales. On peut se demander les limites des différentes catégories, quoi. Mais même si ça ne remet pas en cause que Herbie Hancock est un immense musicien, évidemment. Il a été renominé ensuite en 87, Ennio Morricone, pour Les Incorruptibles. J'aurais pu parler de la musique de ce film aussi, de Brian De Palma. Mais il dit, Ennio Morricone, qu'il savait très bien qu'il n'allait pas gagner à ce moment-là. Il commençait à comprendre que, je sais pas, l'Académie l'aimait pas trop ou quelque chose comme ça. Mais il se doutait qu'il ne gagnerait pas à ce moment-là. Et ensuite, donc, vient l'année 2007, où il va remporter l'Oscar d'honneur. Parce qu'en fait, chaque année, aux Oscars, vous avez les Oscars classiques, et vous avez l'Académie qui va prendre une personne, en général un peu âgée, pas forcément, et lui donner un Oscar pour l'ensemble de sa carrière. Et donc là, l'Académie s'est un peu, pas excusée, hein, mais ils ont enfin donné un Oscar pour lui dire, bon, t'as une carrière de fou, on te félicite pour ça. Donc la classe, Oscar remis par Clint Eastwood. Ennio Morricone va parler au micro en italien, parce qu'il n'est pas anglophone. Et c'est Clint Eastwood qui va traduire, ça c'est incroyable. Mais donc je vous conseille de voir aussi cet extrait très émouvant. Ennio Morricone remercie l'Académie et il dit qu'il prend pas ça comme un clap de fin pour sa carrière, mais comme un tournant pour continuer à travailler avec encore plus pour le citer, encore plus de passion et de dévouement. Donc, il dira ça avant de le dédier à sa femme. Et donc il a continué à travailler avec autant de passion et de dévouement. Tout à fait. Donc il a continué à travailler avec passion et dévouement jusqu'à 9 ans plus tard, obtenir un Oscar classique à l'âge de 86 ans, l'Oscar pour la meilleure bande originale. Donc on pouvait s'attendre le 8 salopards, justement.
Il a Ah, obtenu donc là, on aurait pu se dire, bon, bah, il a fini sa carrière, voilà, il va prendre sa retraite. Bah non, le mec, à 86 ans, il va sortir une bande-son oscarisée. Bon, même ces bandes-sons qui n'ont pas eu d'Oscar, elles étaient quand même très bonnes, évidemment, hein. Puisqu'il a fait 11 films entre 2007 et la fin de sa carrière en 2016. Ouais, son dernier film en 2016. Mais donc là, il a obtenu cet Oscar remis pour Les 8 salopards. Et donc, c'est son premier et seul Oscar classique, on va dire, pour un film en particulier. ok. Donc c'est quand même quelque chose qui est incroyable à noter. Je vous invite à l'écouter d'ailleurs. Et il a été nominé aux côtés de John Williams, par exemple, pour Star Wars 7. mais voilà. Ah ouais. C'est Aïe, aïe, aïe. Ouais, voilà, c'est peut-être pas le film le plus créatif dans la discographie de John Williams. Mais Non, ça, c'est Il y a sûr. des, le fait il est y a que c'est des Ennio Morricone pépites qui quand est. même dans Star Wars 7. Je suis un peu l'avocat du diable, mais il y a un peu d'originalité dans les musiques. Oui, mais parce c'est vrai. Ouais, mais dans la musique, il y a aussi beaucoup de réutilisation de thèmes qu'on connaît déjà. Oui, c'est sûr, Mais mais par bref, c'est exemple, pas très grave. allez, enfin, oui, C'est... bon, on Elle est quand même divague. très bien. Mais donc voilà, il a remporté donc Ennio Morricone. Cette séquence est très émouvante. Pareil, je vous invite à la regarder à un moment donné. On voit Elle est qu'il est sur le très diapo, je la ému. regarderai. Elle est magnifique aussi, cette séquence. On voit que tout le monde est content, quoi. Tout le monde se dit enfin. Il y avait un certain Ridley Scott qui faisait la gueule. Mais voilà. Mais c'est normal. Les C'est plus normal, grands, c'est ils sont Ridley tous Scott. comme ça, ils font la gueule, c'est génial. C'est ça, c'est Voilà, ça. exactement. Et je lui pardonne toi, Ridley. Donc voilà. Donc cette séquence Oscar très émouvante. Tu vois, on voit qu'il est. Ça se porte sur lui qu'il est très humble. Tu vois qu'il est vraiment là pour le cinéma avant tout, etc. Et on voit qu'il parle avec beaucoup d'émotion. Il est aussi très âgé, hein, ça se sent. Mais c'est quelque chose de vraiment magnifique. Voilà, donc ça clôt cette partie sur les récompenses, les Oscars. En tout cas, il y a évidemment d'autres récompenses. Et j'ai juste, pour terminer, avant de conclure, quelques petites anecdotes que j'ai mises par-ci par-là pour briller en société, mais surtout qu'elles sont révélatrices de la personnalité. J'aime bien briller en société. C'est ça, c'est important. Mais du coup, Bah elles sont oui, assez bah, nous sommes révélatrices de son style, enfin de sa personnalité et de son influence, surtout parce qu'elle est immense. Donc là, on voit une photo de lui avec sa femme Maria. Il faut savoir qu'en fait, il faisait écouter à son épouse toutes ses compositions et que si elle ne lui plaisait pas, il ne les envoyait simplement pas au réalisateur. Voilà. Donc, tout passait par son. Il faisait tout écouter à son épouse et si ça lui plaisait pas, non, c'était à la poubelle. Voilà. Il allait retravailler et recommencer. C'est beau. Il a eu évidemment il était marié avec son épouse, la femme de sa vie, pendant des décennies. C'est très beau comme relation. Quentin avait disparu, mais il est de retour. Pour ce qui est de. Donc, un peu, on parlait pour une poignée de dollars avec Clint Eastwood. Clint Eastwood, dans ses films, dans la plupart de ses films, mais surtout dans ce jeu-là, il a un jeu assez très très neutre. Clint Eastwood, il est surtout, il a un style de jeu assez neutre, assez un peu effacé, on pourrait dire. Et donc Clint Eastwood a dit que Ennio Morricone, dans la musique pour une poignée de dollars, avait réussi à le rendre émouvant, Clint Eastwood, ce qui n'est pas une tâche facile, je cite. Donc il a dit, voilà, avec sa musique, il a réussi à me rendre. On peut le comprendre comme ça, quoi. Il m'a rendu meilleur acteur, tu vois. Il m'a aidé. C'est vraiment le roi. Il a dit comme ça en anglais, tu vois, parce que dans ce documentaire, il y a des extraits d'interviews de Clint Eastwood, de beaucoup de réalisateurs qui ont bossé avec Ennio Morricone, des musiciens qui ont été influencés par lui. Tu vois, tu as Bruce Springsteen, chanteur de rock, qui parle un peu de ce que ça représente pour lui. Beaucoup de gens comme ça. Et Clint Eastwood qui dit ça, vraiment, ça m'a fait beaucoup rire. Du coup, une autre anecdote que j'évoquais juste avant, Quentin, c'est qu'apparemment Stanley Kubrick voulait Ennio Morricone pour lui faire la bande-son de son film Orange Mécanique. Voilà, j'ai appris ça dans le documentaire. Mais en fait, Stanley Kubrick a appelé Sergio Leone pour en discuter, dire qu'est-ce qu'il lui conseillait, etc. Et Sergio Leone, il a un peu entourloupé en lui disant non, mais il n'est pas dispo, il bosse avec moi sur un film. Il bosse avec moi, il n'est pas dispo pour toi.
Alors qu'en Ah, fait, la bâtard. c'était pas vrai parce qu'il venait de terminer un film. Donc il venait de terminer Il était une fois la Révolution, cinquième film de Sergio Leone. Et donc il était totalement dispo s'il avait voulu. Ouais. Mais du coup, Stanley Kubrick n'a pas appelé Ennio Morricone pour ça. T'imagines? Si. Stanley utilise Beethoven, donc en vrai, Beethoven, Ennio, bon, bah, au final, voilà. Ça se va, ça se vaut, Au pardon. final, Mais tu vois, ça c'est se fou. vaut, ça se vaut. C'est fou, c'est fou. Ouais, c'est très. Euh, Putain, les cinéastes, c'est des petites putes aussi, hein. c'est ça, c'est des petits fous, c'est un petit salaud, hein, petit salaud. Ouais. Voilà, et donc là, les deux petits derniers extraits, c'est pour montrer l'influence, évidemment, qui n'est pas approuvée, hein. Mais il faut savoir que le groupe Metallica a pour habitude, a souvent, plusieurs fois, joué The Ecstasy of Gold en concert. Ils aiment bien faire ça parfois, dans une version du coup très métal, bien à eux, un peu. Je mets un peu en plein milieu, voilà, la partie un peu rock. Et c'est vraiment quelque chose de très beau, tu vois, c'est leur style à eux, on reconnaît. Et c'est très beau d'entendre tout le public chanter, tu vois, chanter la mélodie de la voix avec le groupe. C'est quelque chose de vraiment très, 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 très stylé. Donc, tu vois, ils jouent dans une énorme scène et t'as tout le public qui chante à l'unisson du Ennio Morricone. C'est vraiment génial. Et je vous invite à aller l'écouter, hein, je vous montre pas tout. Mais dans le même style, on a aussi, j'ai découvert ça, on a aussi un petit groupe dont quelqu'un dans le chat, que quelqu'un dans le chat aime bien, qui est Muse, qui, pour un concert en 2009, a joué la musique dont tu parlais, Quentin, tout à l'heure, Man with Harmonica. Donc, tu as le bassiste qui est aussi harmoniciste, ils jouent tous ensemble Man with Harmonica. Et ensuite, ils s'enchaînent sur un morceau à eux, Knights of Sidonia. Et c'est vraiment incroyable. Je te conseille d'aller écouter ça, Quentin. Leur musique Ouais, de je connais, je l'harmonica, connais. tu connais, voilà, elle est incroyable parce que du coup, tu as Mathieu Bellamy qui joue au clavecin derrière et la batterie. Ouais. Et ça enchaîne avec Knights of Sidonia qui est vraiment incroyable aussi. Donc c'est vraiment génial. Et on voit évidemment qu'Ennio Morricone a dû les influencer, que c'est quelqu'un qui doivent apprécier. Et donc il lui rend hommage de façon explicite, quoi, en faisant des reprises. C'est C'est sûr. quelque chose de vraiment, vraiment génial. Très très beau. C'est ça, ouais, c'est vraiment cette musique est incroyable et ça fait plaisir à voir. Voilà, donc j'étais un peu long, je vais enfin pouvoir conclure. Donc pour cette chronique, j'avais un peu la pression, tu vois, parce que les conclusions, c'est toujours difficile. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour conclure? Ça sert à rien. Que dire? Ben, je me suis dit, pour conclure, je vais rien dire du tout, et je vais vous faire écouter une musique en entier de 3 minutes de Ennio Morricone. Alors, Citation musicale. exactement, citation musicale. Citation musicale, on finit tous Donc, sur des citations, on est bon. c'est magnifique. Donc je vais faire écouter la musique donc, de Cinema Paradiso, donc, qu'on a un peu entendu tout à l'heure pendant que je parlais. Et là, c'est une interprétation par un orchestre, l'Orchestre National bruxellois, enfin un orchestre bruxellois, l'Orchestre National de Belgique, du coup, je crois, avec Renaud Capuçon au violon. Donc Renaud Capuçon qui est un violoniste français, très bon violoniste français, qui a sorti un album de reprise de musique de film et qui inclut cette musique-là. Donc je propose qu'on l'écoute ensemble en guise de conclusion. Voilà. Hop.
Bravo, bravo. Clap, 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 clap. Eh bien, Voilà. Bravo Ennio, bravo. Voilà, donc c'était la musique, le thème Love Theme, donc thème de l'amour qui s'appelle, dans le film Cinéma Paradiso, composé par Ennio Morricone. Bien, j'ai vraiment bien envie de le voir ce film. J'en suis ravi. C'est que j'ai un peu réussi mon objectif. Parfait. Faire un bon Bien. boulot. Ouais, donc je termine là-dessus sur ma chronique avec la meilleure conclusion possible. Ah ouais. Je te rends la parole, Bastien. Oh, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. J'ai essayé de me dire une transition, mais comment transitionner après telle conclusion? Grand homme, voilà. Et puis, donc peu à dire. Hein. Exactement. Merci beaucoup de nous avoir parlé d'Ennio Morricone. Peut-être une version Merci à vous. 2.0 de cette chronique avec de nouveaux extraits exclusifs. Parce que ça doit être bien ça serait- compliqué ouais, parfois pourquoi pas de un jour. choisir tout, Oui, de choisir Ah 4 oui. parmi. Je suis loin d'avoir vu les 500 films, mais Ouais, mais 4 parmi les peut-être 40 ou 100 que tu as vus. c'est ça. Comme le chat fait remarquer, j'ai même pas. Tu vois, j'avais hésité à vous montrer une des scènes Et des moi, je duels, vous propose ou Ecstasy. alors la scène des Ecstasy of God. Exactement. La scène J'ai du hésité à vous montrer massacre cette dans scène-là, il a fallu choisir. aussi. Oui. Tout à fait, j'ai hésité aussi. C'est que des scènes qui valent le coup, qui sont portées par leur musique. Et en fait, la seule solution pour vous, c'est de voir ces films, tout simplement. Comme ça, vous verrez tout ça. Ouais. Ah, je pense que ça, c'est la meilleure Et puis conclusion. moi aussi, voir les films que j'ai fait. C'est ça. Allez voir ces Regarder films. tous ces films et perpétuer la légende, La légende de Ennio cet Morricone. homme. Ah oui. Alors. Oh. Putain, en parlant de légende. C'est bien, j'ai raccroché. Nous allons parler d'une épopée légendaire désormais. Il est temps de parler des sons de voyageurs. Une odyssée.